Alors si je te dis LSF, ça te fait penser à quoi? Je connais la LSF parce que j'ai travaillé pas mal avec des enfants en situation de handicap. Donc je sais pas trop faire de phrases, mais j'ai du vocabulaire de base pour que les enfants puissent s'exprimer, me dire leurs besoins primaires, du petit vocabulaire pour les interactions et pour les activités, les couleurs, les animaux, les trucs comme ça. Est-ce que vous voyez d'autres usages de la langue des signes en dehors du handicap? Pas forcément. Est-ce que vous pensez qu'elle est assez visible dans la société et qu'on en parle assez? Écoutez, je suis très étonnée. Moi, je trouve que tout ce qui est officiel, par exemple à la télévision, on voit toujours le carré à côté avec une personne qui parle en langue des signes. Et moi, je suis admirative devant les interprètes, vraiment. Non, pas du tout. Hier, je suis tombée sur un TikTok qui parlait de ça, mais sinon, j'en entends jamais parler. Non, et même, nous, on fait des licences des langues et des trucs comme ça et on n'en parle jamais. C'est un truc qu'on peut oublier. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la culture sourde? Non, pas du tout. La culture sourde, j'avoue que ça me fait pas penser à grand chose à part à la langue des signes. Peut-être un peu au braille aussi, parce que je pense que ça doit aller avec. Est-ce que vous pensez qu'on devrait l'enseigner dans les écoles par exemple, ou que tout le monde devrait avoir les bases? Oui, complètement. Parce qu'à chaque fois, j'en parle justement avec des amis et tout, et je me dis, on nous oblige à apprendre des deuxièmes langues, espagnol, allemand, et souvent on s'en rappelle même pas. Alors que je me dis, la langue des signes française, si je ne me trompe pas, c'est une langue officielle en France, et on ne l'apprend pas du tout. Alors que je me dis, ça serait peut-être plus intéressant d'apprendre ça plutôt que des langues qu'on va sûrement oublier, même si on l'apprend pendant 6 ans. Je pense que c'est très spécifique, c'est comme le braille, tout ça. Je vois pas comment ça peut être au plan national d'apprendre cette langue. Moi, je vois pas, non. Je sais pas si ça devrait être obligatoire, mais c'est vrai que ça pourrait être utile, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants. C'est déjà plus facile pour s'exprimer pour eux. Et après, oui, dans une idée d'inclusion sociale, ça pourrait être une bonne idée, mais après, c'est vrai que juste proposer la langue comme une option d'apprentissage à l'école, ça serait déjà très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Traduction heureuse, le premier d'une série consacrée aux langues des signes. Bien qu'elles soient souvent mal connues du grand public, elles existent et méritent leur moment sous le feu des projecteurs. L'objectif de ces épisodes est d'en apprendre un peu plus sur les langues des signes comme langue d'expression de la culture sourde, au-delà du seul aspect de l'accès à la culture entendante. L'épisode d'aujourd'hui est fait en collaboration avec les professeurs et les élèves du Master d'interprétation LSF à l'ESIT. Cet épisode est disponible avec des extraits vidéo signés sur la page YouTube du podcast La Traduction heureuse. Bonne écoute! Les humains se servent de gestes pour communiquer depuis bien longtemps. Au 5e siècle avant notre ère, le philosophe grec Socrate évoque la langue des signes comme un moyen de communication dans son dialogue cratyle. En France, ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elle est reconnue comme une langue grâce aux actions de l'abbé Charles Michel de l'Épée, qui défend l'idée que toute personne doit avoir accès à l'éducation. Il met alors au point une méthode d'apprentissage du français par signes et fonde en 1760 une école appelée aujourd'hui l'Institut national des jeunes sourds de Paris. Cependant, les personnes sourdes et malentendantes ont toujours dû composer avec un certain manque de considération. L'idée selon laquelle l'accès à l'intelligence et au savoir dépend de la faculté de parler s'ancre dès l'Antiquité. Le philosophe grec Aristote déclare « Celui qui est sourd est incapable de raison ». Les personnes sourdes sont marginalisées car on considère qu'elles ne peuvent pas recevoir d'éducation. Jusqu'à la fin du siècle des Lumières, l'idée que seule la parole fait l'humain prédomine. De nouvelles méthodes d'apprentissage de la langue parlée intégrant des signes émergent au XVIe siècle. Le moine bénédictin espagnol Ponce de León est l'un des premiers à se servir des signes utilisés dans son monastère pour apprendre aux personnes sourdes à communiquer à l'oral. Par la suite, l'abbé Charles Michel de l'Épée s'inspire des signes utilisés par les personnes sourdes à Paris pour développer son enseignement. Cependant, la surdité est considérée dans tous les cas comme une infirmité à cacher, que l'on pourrait guérir. L'abbé de l'Épée lui-même, malgré son intérêt pour la langue des signes, ne la considère pas aussi riche et complexe que le français parlé. L'oralisme est donc imposé. Les personnes sourdes doivent apprendre le français et s'exprimer verbalement. Cette domination est entérinée en 1880 par le Congrès de Milan, qui réunit une écrasante majorité d'entendants. Le Congrès interdit l'usage et l'enseignement de la langue des signes. Le motif principal est de privilégier une meilleure intégration au monde des entendants.
La langue des signes n'est pas considérée comme une vraie langue. Elle ne permet pas de communiquer avec Dieu, et l'on pense que les signes empêchent les sourds de bien respirer, favorisant ainsi la tuberculose. Les conséquences sont graves. Les personnes sourdes sont marginalisées, méprisées et privées d'une langue et d'une communauté. Dans les institutions qui les accueillent, la plupart du personnel enseignant est entendant. L'acquisition de la langue française par la méthode oraliste s'avère laborieuse et douloureuse. La LSF est évincée du monde institutionnel et scolaire. Cette situation perdure pendant près d'un siècle. En France, les années 1980 marquent un tournant, avec l'émergence du mouvement culturel et social du réveil sourd. Les personnes sourdes revendiquent la reconnaissance de la LSF comme langue, le droit à l'éducation bilingue et la prise en compte de la culture sourde. Cette renaissance a aussi lieu dans d'autres pays comme les États-Unis. L'université Gallaudet pour les personnes sourdes et malentendantes est présidée pour la première fois par une personne sourde en 1988 grâce à la mobilisation étudiante Deaf President Now. En France, le travail des associations sensibilise petit à petit le grand public. En parallèle, le métier d'interprète LSF se professionnalise et est validé par un diplôme. Avec la loi du 11 février 2005, la LSF est officiellement reconnue par l'État, à l'instar du basque ou du breton. Cette loi pour l'égalité des droits et des chances doit en principe permettre l'accès à une éducation bilingue LSF français écrit, même si nous verrons ses limites par la suite. Revenons aux bases. Qui utilise la langue des signes ? Les personnes sourdes bien sûr, mais la surdité comporte plusieurs réalités. Un enfant peut naître sourd dans une famille entendante et inversement. La langue des signes n'est pas systématiquement la langue natale des personnes sourdes, mais lorsque c'est le cas, elle est apprise plutôt qu'un bébé entendant apprendrait une langue parlée, car les capacités motrices se développent plus tôt que les cordes vocales. C'est pourquoi on apprend parfois aux enfants entendants ce qu'on appelle le bébé signe, un moyen de communication avec des signes rudimentaires qui n'est cependant pas comparable avec la LSF. En 2025, l'Organisation mondiale de la santé recensait 466 millions de personnes sourdes ou malentendantes, soit près de 6% de la population mondiale. Pourtant, seuls 70 millions de personnes dans le monde ont une langue des signes pour langue natale, soit moins de 15% de la population sourde. Selon la linguiste Brigitte Garcia, la LSF est aussi éloignée du français que le mandarin ou l'inuit, puisqu'il s'agit d'une langue visuelle et non vocale. C'est pourquoi on ne peut pas traduire mot à mot du français vers la LSF. Par exemple, signer littéralement la phrase « J'ai mon diplôme en poche » est incorrect, car la LSF utilise d'autres moyens pour traduire cette expression. Cependant, il n'existe pas d'instance officielle établissant les règles de la LSF et on observe de nombreuses variations. Ainsi, une même idée sera exprimée avec des signes différents selon les régions. On peut comparer cette diversité aux accents régionaux que l'on retrouve en français. Lorsqu'un nouveau thème apparaît, tout le monde peut inventer des signes pour le désigner, ce qui mène à l'apparition de doublons. Mais les signes qui sont diffusés dans la vie de tous les jours, au départ, ils viennent d'une forme d'iconicité, de la manière dont les gens ensemble interagissent, et puis ensuite ça s'officialise si c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde. Je vais essayer de donner des exemples. Alors, sur Facebook, au départ, il y a des choses, il y a une dizaine de signes qui étaient proposés pour Facebook. Même s'il n'existe toujours pas de lexique officiel et fiable à 100% pour la LSF sur Internet, plusieurs initiatives tentent de remédier à ce problème. Certains sites sont régulièrement enrichis et relativement fiables, mais une certaine vigilance s'impose, car ces outils sont participatifs, et des erreurs ou des approximations peuvent se glisser. Attention aussi aux contenus traitant de la LSF sur les réseaux sociaux, qui peuvent transmettre des informations erronées. La LSF est une langue précise, ne laissant pas de place à l'à peu près. Il suffit d'une main orientée de la mauvaise manière pour que le mot métro devienne le mot four, par exemple. Comme toute langue, la LSF a sa propre grammaire. Des recherches ont été menées sur son fonctionnement linguistique et grammatical, mais elles sont surtout axées sur la forme narrative de la langue et pas sur son utilisation concrète dans les dialogues. Par contre, sur la forme du discours, sur les dialogues, tout ça, il y a beaucoup moins de recherches. C'est vrai que quand on pense maintenant à recherche en linguistique, on penche à des règles qui sont établies, mais en fait ça correspond vraiment à cette forme narrative qui a été la première observée et sur laquelle on s'est concentré. Voilà, donc on dit souvent qu'il faut mettre les verbes d'action à la fin, etc. Mais ça c'est vraiment valable beaucoup pour la forme narrative, hein, pour les dialogues.
C'est pas ce qu'on observe et les recherches se sont pas encore focalisées là-dessus. La langue des signes s'appuie énormément sur le langage corporel. Les mains ne suffisent pas à donner du sens. Celui-ci est aussi transmis par le regard, les expressions du visage et le positionnement du corps. Tous ces paramètres sont aussi importants que les signes en eux-mêmes pour se faire comprendre. Enfin, la syntaxe de la langue des signes suit aussi des règles spécifiques. L'ordre des signes a son importance. Pour traduire du français à la LSF, l'interprète doit déverbaliser en signant. Comprenez qu'il ou elle ne peut pas simplement signer chaque mot l'un après l'autre. Il s'agirait sinon d'une simple transcription. L'interprète doit comprendre la phrase entière dans son contexte, en extraire le sens, la repenser selon les règles de la LSF pour pouvoir enfin signer correctement. Comme pour tout travail de traduction, il est donc impossible de calquer la langue de départ. Je sais pas, des exemples de mot à mot, il y en a plein. Bon, prenons un verre et une table, par exemple. Le verre est posé sur la table. Je viens de le faire en français signé, mais posé sur la table, en fait, ça donne un ensemble incompréhensible parce qu'en langue des signes, on a d'abord besoin de placer la table et ensuite de mettre le verre dessus. C'est beaucoup plus logique. D'abord la table, ensuite je pose le verre, ça c'est compréhensible. Si on signe en français signé posé sur table, en fait c'est pas possible. Donc signer un enseignant en suivant vraiment le français, c'est pas possible, ça donne des résultats terribles, les sourds ne comprennent pas, mais c'est complètement normal. La langue des signes fait aussi l'objet de quelques idées préconçues. L'une des plus répandues est qu'il n'y aurait qu'une seule et même langue, avec des signes identiques pour toutes et tous. En réalité, il en existerait plus de 300 à travers le monde. Tout comme les langues parlées, les langues des signes peuvent aussi se décliner en dialectes et variétés régionales, comme l'ASL noir, une variété de la langue des signes américaine, née à l'époque de la ségrégation aux États-Unis. Encore utilisée aujourd'hui, elle diffère de l'ASL standard par son vocabulaire et sa syntaxe. Ceci dit, la nature visuelle des langues des signes facilite la communication interculturelle. Les signes représentent visuellement ou symboliquement un objet, une action ou une situation, et peuvent donc être compris plus facilement malgré les différences de culture. Les langues des signes ont d'ailleurs souvent une structure similaire qui facilite d'autant plus la communication d'une langue à l'autre. Voilà, c'est international sans être international, sans être diffusé internationalement. Peut-être plus parler de langue universelle parce qu'elle est un peu comprise visuellement par tous. Si un sourd rencontre un autre sourd étranger, ils vont assez vite se comprendre par rapport à deux entendants qui se rencontrent de pays différents. Là, les mots se choquent, s'entrechoquent sans se comprendre. Là, grâce aux expressions du visage, aux mimes, à plein d'autres techniques, on peut se comprendre facilement. Si on devait s'il y avait un Pékin Express des sourds, on serait vraiment les meilleurs parce que tout le monde se comprend très vite, quoi. Là, quand on regarde, si tout le monde parlait anglais, bon voilà, parce qu'on est dans des pays où les gens, moi ça me fait rire à la télé quand je regarde Pékin Express, quand les gens galèrent à se comprendre de pays en pays, ça c'est un peu comique pour nous, quoi, à regarder. Grâce à cette diversité, il est possible d'interpréter non seulement depuis et vers une langue parlée, mais aussi pour les polyglottes, d'une langue des signes à une autre. Il existe tout de même un système de signes internationaux, né de la nécessité d'établir des conventions entre communautés sourdes de différentes nationalités. Mais ces signes ne constituent pas pour autant une langue, car ils sont moins nombreux et moins précis que les langues des signes nationales. On utilise les signes internationaux à l'occasion de grands événements, comme les Deaflympics, Jeux olympiques créés en 1924 exclusivement pour les personnes sourdes et malentendantes. Aujourd'hui, ces Jeux regroupent des athlètes de tous les continents. Pour les Deaflympics de Tokyo en 2025, la communauté sourde expat vivant au Japon s'est mobilisée pour aider les athlètes et le public étranger au quotidien, par exemple grâce à un service de communication par téléphone. Et les plus mauvais élèves en langue des signes internationale, ça reste les Français quand même, hein, on est un peu nuls. Comme en anglais, on est nuls. Voilà, de ce point de vue-là, on n'a rien à envier aux entendants. Mais il y a des personnes sourdes qui signent plusieurs langues des signes, hein, qui sont polyglottes en quelque sorte en langue des signes.
Si l'adjectif sourd est également envisagé en tant que caractéristique physiologique, la culture sourde avec un S majuscule fait référence à la communauté et au mode de vie propre aux personnes sourdes. L'utilisation du S majuscule est une façon de revendiquer l'identité sourde qui s'exprime grâce aux langues des signes. Dans une société où ces personnes restent discriminées et marginalisées, l'affirmation d'une culture propre, totalement indépendante de la culture entendante, démontre que les langues des signes sont loin d'être de simples outils d'accessibilité. De fait, ce sont elles qui définissent les sourds et les sourdes comme une communauté et pas seulement comme un ensemble d'individus partageant une même particularité sensorielle. Une des pratiques artistiques issues de la culture sourde est le chant-cygne, une chorégraphie qui intègre la langue des signes à la musique. Elle est née dans les années 1970 aux États-Unis, où des chorales de chant-cygne apparaissent dans des établissements scolaires utilisant l'ASL. On parle de chant-cygne de création lorsque l'œuvre originale a été composée en chant-cygne. Il existe aussi le chant-cygne de reprise, qui adapte un spectacle pour personnes entendantes à un public sourd. Mais même dans le cas du chant-cygne de reprise, il ne s'agit pas d'une traduction, mais bien d'une forme d'adaptation, qui doit être ancrée dans la culture sourde et prendre en compte les spécificités linguistiques, rythmiques, corporelles et esthétiques propres à la langue des signes. Une autre manifestation de la créativité propre à la culture sourde se trouve dans la façon de nommer les personnes. Pour désigner une personne sans avoir à épeler son nom à chaque fois, il est possible de lui attribuer un signe spécifique. C'est le cas des personnes de son entourage proche, mais aussi des personnalités connues que l'on peut signer en étant immédiatement compris de tous et toutes. Les non-signes s'appuient fréquemment sur une caractéristique physique, un trait de personnalité ou un tempérament particulier. Or, ce n'est pas moqueur ou déplacé comme ça pourrait l'être pour une langue parlée. Cela sert uniquement à distinguer une personne par l'élément qui la distingue le plus des autres. Par exemple, on nomme le général de Gaulle en signant son nez, ou l'actrice Angelina Jolie en signant sa bouche. Comme nous l'avons vu précédemment, deux approches s'opposent concernant la place de l'ALSF et de la culture sourde en France. L'oralisme, qui réduit la surdité à une déficience qu'il faudrait soigner, prône une éducation des enfants sourds exclusivement en langue française orale. Dans ces conditions, la langue des signes est un système de communication par défaut qui ne saurait remplacer le langage oral. Cette approche s'impose dans la violence après le Congrès de Milan de 1880 et reste dominante jusque dans les années 70. Depuis lors, c'est l'approche dite manualiste qui prévaut. L'idée centrale est que la LSF est une langue à part entière, au même titre que les langues orales, et qu'elle est par conséquent liée à une culture spécifique. Cette nouvelle vision est celle portée par le mouvement du réveil sourd, dont nous parlions tout à l'heure, qui revendique la légitimation de la langue des signes et de la culture sourde. Le réveil sourd veut principalement deux choses, à savoir la reconnaissance officielle de la langue des signes et le droit des enfants sourds à recevoir une éducation bilingue LSF et français écrit. Ces revendications vont finalement se concrétiser grâce à deux lois. En 1991, la loi Fabius reconnaît le droit à l'éducation bilingue. Cette légitimation est ensuite appuyée par la loi de février 2005. Cependant, tout le monde n'a pas accès aux mêmes informations, ce qui questionne la possibilité de l'accès des enfants sourds à une scolarisation fondée sur la LSF. Dans le milieu médical, par exemple, la LSF est encore souvent considérée comme une langue chemin, c'est-à-dire un mode de communication dont la seule raison d'être serait de faciliter l'apprentissage du français. Enfin, insistons sur l'idée que la reconnaissance de l'éducation bilingue implique également la pleine intégration de la culture sourde. Tout comme l'apprentissage d'une langue orale ne peut s'envisager indépendamment de la découverte d'une culture, l'enseignement de la LSF doit s'appuyer sur une immersion dans la culture sourde. À cet égard, on peut mentionner l'IVT. Cet établissement parisien, fondé en 1977, comporte non seulement un théâtre bilingue LSF français oral, mais aussi un centre de masterclass professionnel et une maison d'édition qui œuvre à la diffusion de la LSF. Aujourd'hui, on estime à environ 7 millions le nombre de personnes sourdes et malentendantes en France et à 300 000 le nombre de locuteurs et locutrices de la LSF. Seulement, ce dernier chiffre ne fait pas la différence entre les personnes dont la langue des signes est la langue natale et celles qui l'ont apprise plus tard. En réalité, la plupart des personnes signantes sont entendantes et se situent donc dans le deuxième cas de figure. Il est aussi important de rappeler que 95% des enfants sourds naissent de parents entendants qui bien souvent ne maîtrisent pas la LSF. Autrement dit, seuls 5% des enfants sourds peuvent pratiquer la langue des signes au quotidien dès l'enfance. Pourtant, avoir accès à la LSF dès le plus jeune âge est primordial, non seulement pour le développement cognitif des enfants sourds, mais aussi pour leur permettre d'avoir une vie sociale épanouie.
Chez les personnes sourdes, le cerveau est par nature lié aux signes. La langue des signes fait donc partie de leur identité et l'apprendre n'est pas une option mais un besoin. Plus tard. Mais si les enfants sont baignés par un environnement, que ce soit en langue des signes ou en langue orale, alors tout le monde apprend en même temps. Par contre, évidemment, si les enfants sourds sont dans un environnement qui n'a pas vraiment une langue des signes ou alors qui est très limité, il va y avoir un retard. Si les enfants grandissent dans des environnements avec une langue de qualité, ils vont évoluer de la même manière, sourds ou entendants. Cet accès adapté à la langue des signes joue également un rôle important dans l'apprentissage du français écrit. Pour beaucoup de personnes sourdes, le français est en effet appris comme une seconde langue. Son acquisition passe alors par la découverte progressive de nouvelles structures grammaticales et syntaxiques, mais aussi par un important travail d'appropriation du vocabulaire écrit. Au début de cet apprentissage, il est fréquent que les personnes sourdes calquent leurs phrases sur l'organisation syntaxique de la LSF. Les difficultés qu'elles rencontrent parfois dans l'apprentissage du français écrit ne relèvent donc pas d'un manque de capacité cognitive, mais du fait qu'elles appréhendent le français comme une langue étrangère. Retarder l'accès à la LSF, ou considérer son apprentissage comme secondaire, peut entraîner une situation de privation langagière. De nombreuses recherches ont montré que ce manque d'accès précoce à une langue pleinement accessible peut avoir des conséquences importantes sur la socialisation, les apprentissages et le développement psychologique des personnes sourdes. Ces enjeux restent encore peu connus du grand public et soulignent l'importance d'un meilleur travail de sensibilisation dans les médias, dans les institutions et dans la société de manière générale. Enfin, plusieurs associations soulignent encore aujourd'hui le manque d'accompagnement proposé aux familles entendantes ayant un enfant sourd. Les informations concernant les appareillages auditifs, les implants ou les parcours d'oralisation sont davantage mises en avant que celles portant sur la langue des signes, l'éducation bilingue ou la culture sourde. De nombreuses familles doivent ainsi effectuer elles-mêmes des recherches pour découvrir la LSF, comprendre les possibilités d'enseignement bilingue ou entrer en contact avec des associations et les membres de la communauté sourde. La loi du 11 février 2005 reconnaît officiellement la LSF. Désormais, tout enfant en situation de handicap peut être scolarisé dans une école dite classique de son quartier. Mais qu'en est-il vraiment ? Selon une enquête de la DSDEN menée en 2019, 68% des étudiants sourds se retrouvent exposés uniquement au français et seulement 18% à la communication bilingue, c'est-à-dire LSF et français écrit. Dans les écoles spécialisées, ils sont 63% à bénéficier de la communication bilingue et 25% de la langue française. Bien que la France ait ratifié en avril 2010 la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qui l'engage à faciliter l'apprentissage de la langue des signes, seuls 5% des jeunes sourds avaient accès à un dispositif d'enseignement en LSF 3 ans plus tard. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque expliquait ce constat par la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale entre 2007 et 2012. La disponibilité et la qualité de l'enseignement demeurent donc dépendantes du bon vouloir des pouvoirs publics. Afin d'enseigner la langue des signes, un CAPES de LSF et des dispositifs PASS ont été mis en place en 2010 afin d'assurer la formation des enseignants et enseignantes. Ronit Lacarrière-Leven, enseignante de LSF à l'ESIT et directrice de l'Académie de la langue des signes française, souligne que les familles peuvent choisir un enseignement bilingue pour leurs enfants sourds, mais que les moyens financiers sont bien plus facilement alloués aux dispositifs oralistes. En effet, il n'existe à ce jour aucun remboursement de la sécurité sociale pour les parents qui font le choix d'une éducation bilingue. Et les familles ne sont pas aidées non plus pour apprendre la LSF elles-mêmes afin de la transmettre à leurs enfants. Les enfants sourds sont donc la plupart du temps intégrés par défaut à des classes entendantes. Pour la communauté sourde, parler d'aménagement handicap revient à considérer la LSF comme optionnelle, à en faire un simple outil d'accessibilité à la culture entendante alors qu'il s'agit d'une langue natale. Malgré une circulaire qui affirme le droit à une éducation bilingue, très peu de structures proposent cet enseignement et encore moins d'écoles enseignent exclusivement en langue des signes. En France, la première école bilingue a été créée à Toulouse dans les années 70. À Paris, une seule et unique école a vu le jour il y a 15 ans. Pour 7700 enfants sourds scolarisés en France en 2019, il y a moins de 10 écoles bilingues dans tout le pays. Nous prenons ici l'exemple de la France, mais ce n'est certainement pas un cas isolé.
En ce qui concerne l'offre audiovisuelle, la loi de 2005 rend obligatoire le sous-titrage de certains programmes télévisés. Cette obligation ne couvre pas la LSF, qui est simplement recommandée. Cependant, des programmes TV standards, comme les journaux télévisés ou encore les questions au gouvernement, sont traduits en LSF. D'autre part, des programmes spécifiques comme Tout en signe et L'œil et la main sont proposés directement en LSF. De plus, depuis la pandémie de Covid-19, les chaînes ont mis en place la vélotypie où les discours des membres du gouvernement sont sous-titrés en direct. Enfin, pour ce qui est des musées, plusieurs établissements proposent des visites permanentes ou ponctuelles en LSF. Certes, la réglementation française soutient les personnes sourdes, mais les dispositifs mis en place restent insuffisants face à l'enjeu réel sur le terrain. Le service public l'illustre bien, les interprètes en LSF manquent et le personnel entendant n'est pas assez sensibilisé aux questions d'accessibilité. Les personnes sourdes ou malentendantes peinent donc à accomplir sereinement leur démarche. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors, que retenons-nous de toutes ces recherches ? Déjà, que les langues des signes se conjuguent au pluriel. Elles sont tout aussi variées que les langues orales, malgré des siècles d'oubli et de répression face aux approches oralistes. En effet, la société a préféré forcer les personnes sourdes à s'adapter à un modèle qui ne leur convenait pas, plutôt que d'encourager cette communauté à s'exprimer sans contrainte avec la langue des signes. Aujourd'hui encore, les préjugés et le manque de sensibilisation à la surdité et aux langues des signes rendent difficile l'intégration des personnes concernées. Et puis nous avons vu que signer revient à communiquer grâce à une langue riche, propre à une communauté qui a construit sa culture autour de la langue des signes. On espère que cet épisode vous aura plu et que vous en aurez appris davantage sur la communauté sourde et ses langues. Nous nous retrouverons lors d'un prochain épisode avec une interview d'Emeline Arcambal sur le métier d'interprète français LSF. Nous remercions Ronit Lacarrière-Leven, professeure de LSF à l'ESIT et directrice de l'Académie de la LSF, de nous avoir accordé un entretien. Merci également aux étudiants et étudiantes du Master d'interprétation LSF de l'ESIT pour les échanges qui ont nourri cet épisode, et notamment les M2 pour leur interprétation lors de notre rencontre avec Ronit Lacarrière-Leven. Enfin, un grand merci à tous les membres de la Traduction Heureuse qui ont contribué à la réalisation de l'épisode, des recherches documentaires jusqu'au montage. Pour rappel, cet épisode est disponible avec des extraits vidéo signés sur la page YouTube du podcast La Traduction Heureuse. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à laisser des commentaires s'il vous a plu. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour suivre nos aventures. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour le prochain épisode de La Traduction Heureuse.